Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la révolution culturelle lancée par Mao Tse-tung le 18 août 1966. Fondateur du régime communiste et de la Chine dite populaire, elle vise à restaurer son autorité sur le parti communiste chinois après l'échec dramatique du grand bond en avant 1958-1961. Vous voulez en savoir plus sur la révolution culturelle? Venez avec moi. L'échec du grand bond en avant à la fin des années 50 provoque environ 45 millions de morts dans la grande famine en Chine, alimente les critiques à l'endroit de Mao Tse-tung. Celui-ci quitte même la présidence du pays qu'assume Liu Shaoqi à partir de 1959. Même s'il reste officiellement à la tête du parti communiste chinois PCC, Mao Tse-tung est peu à peu éloigné de la gestion des affaires économiques du pays, gestion confiée à une élite plus modérée. Le désir de changement exprimé par des intellectuels chinois et l'opposition politique qui se développe contre Mao Tse-tung incite ce dernier à en appeler à la lutte au révisionnisme. En 1965, des accusations publiques sont portées contre les intellectuels jugés réactionnaires. La publication de la circulaire du 16 mai l'année suivante marque une radicalisation du mouvement qui atteint un nouveau sommet avec la création des Gardes rouges. Ces milliers d'adolescents ralliés aux idées maoïstes propagent les idées de la grande révolution prolétarienne à travers le pays. Leur combat contre les symboles de la Chine traditionnelle et le dévationnisme s'accompagne de violence et d'intimidation. Les Gardes rouges seront responsables de milliers d'affrontements et de morts avant leur dissolution en 1967. Les Gardes rouges est un mouvement chinois constitué en grande partie d'étudiants et de lycéens, dont Mao Tse-tung s'est servi à l'été 1966, historiquement connu sous le nom de Août rouge, à 1968 pour poursuivre le processus de la révolution culturelle 1966-1976. Le mouvement des Gardes rouges naît sous la forme d'un Dazibao, journal mural écrit par de jeunes cadres maoïstes de l'université de Pékin et affiché le 25 mai 1966 sur le mur de la cantine. La pétition s'attaque à la direction de l'université, décrite comme un nid de révisionnistes à la Khrouchtchev, incapable de mener la révolution culturelle invoquée par Mao Tse-tung pour dénicher les représentants de la bourgeoisie infiltrés dans le parti et les institutions. La révolution communiste, comme son instigateur mythique Mao Tse-tung absent de la gestion des affaires courantes, serait, selon le Dazibao, en danger. Des centaines d'autres journaux muraux apparaissent les jours suivants dans les universités, souvent pour critiquer le conservationnisme dans l'enseignement. Le mouvement est lancé. En juin, le parti et ses dirigeants tentent de mettre en œuvre la mystérieuse révolution culturelle revendiquée par Mao Tse-tung en envoyant des équipes de travail encadrer la contestation étudiante. Ils cherchent à canaliser les attaques de la jeunesse contre les ennemis de la révolution, les diables et les démons, les personnes d'origine capitaliste, les anciens droitiers et tous ceux qui critiquent le parti et Mao Tse-tung. Les plus turbulents des Gardes rouges sont mis au pas. L'étudiant Kuan Da-fu est dénoncé contre-révolutionnaire par Wang Guanmei, l'épouse du président Liu Shaoqi, qui fait partie d'une équipe envoyée à l'université de Tsinghua. La direction du parti se méprend sur les intentions de Mao Tse-tung, qui donne le 1er août son autorisation au mouvement des Gardes rouges en déclarant qu'il est justifié de se rebeller et qu'il faut faire feu sur le quartier général. Elle commence par une attaque des milieux intellectuels de Shanghai et de Pékin, puis la mairie de Pékin est visée. Ses responsables sont destitués. Les jeunes des écoles et des universités s'organisent en association des Gardes rouges. Les cours ne sont plus assurés. Dazibao, réunions politiques, meetings, critiques se succèdent. Les jeunes provinciaux viennent à la capitale et les Pékinois parcourent le pays pour échanger des expériences révolutionnaires. Tous se réclament de la pensée de Mao Tse-tung. La situation n'est plus contrôlée par les autorités administratives et politiques traditionnelles, qui sont contestées au plus haut niveau, telles que Deng Xiaoping, alors secrétaire général du PCC, et surtout Liu Shaoqi, président de la République. Cependant, les forces en place résistent souvent. Les situations locales sont très diverses et fréquemment confuses.
L'armée intervient, les jeunes sont envoyés à la campagne pour se rééduquer en 1968 et des comités révolutionnaires contrôlés par les troupes sont alors mis en place. Au 9e congrès en 1969, Lin Biao est officiellement présenté comme le dauphin de Mao Tse-tung. Mais en 1971, il disparaît à son tour dans des circonstances mystérieuses. Après le 1er août, Mao Tse-tung fait démanteler les équipes de travail du parti, qu'il accuse d'avoir instauré une terreur blanche, et fait libérer les gardes rouges dénoncés comme contre-révolutionnaires, tels que Kueng Da-fu. La rébellion se déchaîne contre toutes les institutions au nom de la grande révolution culturelle prolétarienne. La police a l'ordre de ne pas intervenir. Il y aura officiellement des milliers de tués à Pékin et à Shanghai. Le 5 août, Bian Zhongyiwu, la chef du parti au lycée des filles de l'université normale de Pékin, est battue à mort par des collégiennes. La vice-chef des gardes rouges du lycée, Song Binbin, se fera connaître dans toute la Chine en passant un brassard des gardes rouges au bras de Mao Tse-tung le 18 août, lors du premier rassemblement géant sur la place Tiananmen. L'épisode instrumentalisé par la propagande la traumatise. Des décennies plus tard, Song Binbin, parti vivre aux États-Unis, se livre à un grand travail d'enquête afin de se repentir et de décrire les événements qui se sont déroulés en Chine. En 1968, Liu Shaoqi et Deng Xiaoping sont éliminés du pouvoir. Zhou Enlai est toujours présent, mais il s'est aligné sur Mao Tse-tung qui a retrouvé toute sa plénitude de dirigeant. De plus, l'armée lui apporte son soutien inconditionnel avec Lin Biao à sa tête. Mao Tse-tung peut gouverner comme bon lui semble. Entre 1968 et 1980, près de 17 millions de jeunes urbains sont envoyés autoritairement à la campagne, dont le noyau essentiel comprend 4 670 000 anciens gardes rouges déportés entre 1967 et 1969. Ainsi, les gardes rouges disparaissent du paysage politique chinois. Entre 1968 et 1976, 1 million de Shanghaïens sont ruralisés de force. Les meneurs radicaux sont exécutés publiquement. En avril 1968, le 9e congrès du PCC, réuni le 24 avril 1969, entérine la purge et la réorganisation du parti jusqu'au décès de Mao Tse-tung en 1976. L'idéologie de la révolution culturelle sera représentée au sommet par Jiang Qing, femme de Mao Tse-tung, dont l'influence sera contrebalancée par celle du Premier ministre Zhou Enlai. Ce n'est qu'en 1976, avec l'arrestation de la bande des 4, que la page sera vraiment tournée. Les réhabilitations se succèdent et les jeunes reviennent de la campagne. On considère aujourd'hui que ces 10 années de troubles qui ont coûté fort cher au pays, en vie humaine, en destruction et en désorganisation, université fermée de 1966 à 1972, ont surtout été une tentative de Mao Tse-tung de retrouver l'essentiel du pouvoir, dont il avait été écarté après l'échec du grand bond en avant de 1958. Mais à l'époque, les mots d'ordre de démocratie directe, lutte contre les privilèges, contre les inégalités entre les villes et les campagnes, fascinent non seulement la jeunesse chinoise, mais aussi celle de bien des démocraties occidentales. Comme on l'a vu, la révolution culturelle est une période de l'histoire de la Chine ouverte brutalement au printemps 1966 et achevée en 1976 à la mort de Mao Tse-tung. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout seul Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.